Donc Sophie Binet, je suis dirigeante de la CGT en charge des droits des femmes. Aujourd'hui encore, il y a toujours 26% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois. Les femmes sont davantage sur des emplois à temps partiel. Les femmes ont un déroulé de carrière bien moindre que celui des hommes et se heurtent au plafond de verre qu'on pourrait qualifier de plafond de mer. Et puis les femmes sont concentrées dans des métiers qui sont moins bien rémunérés, moins reconnus, les métiers à prédominance féminine. Et enfin, même quand elles réussissent à percer le plafond de verre et qu'elles exercent les mêmes emplois que les hommes, elles sont moins bien payées, essentiellement du fait de la part variable de la rémunération des primes qui sont très discriminantes pour les femmes. Alors comment faire pour gagner l'égalité ? La première chose, ce serait déjà de mettre en place des sanctions. Parce que si on faisait la même chose en matière de code de la route qu'en matière d'égalité professionnelle, on serait toujours aujourd'hui avec le même nombre de morts sur la route que dans les années 70 et avec des milliers de morts chaque année. En matière d'égalité professionnelle, on a une loi qui se limite à des grandes pétitions de principe, mais qui n'associe à ces objectifs aucune sanction concrète. C'est un peu comme si on disait la vitesse est limitée à 80 km/h sur les routes, mais pour les chauffards, il n'y a pas de sanction. Sur l'égalité femmes-hommes, c'est la même chose. La loi dit que les entreprises sont obligées, pour un travail égal, d'assurer un salaire égal, mais aussi pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire pour des métiers différents, mais considérés comme de valeur égale selon la loi, d'assurer un salaire égal. Donc ça, la loi est très claire, elle est bien écrite, mais par contre, il n'y a aucune sanction qui sont associées. Ou des sanctions qui sont inopérantes. Donc la première chose, c'est mettre en place des vraies sanctions pour les entreprises qui discriminent. Ensuite, les autres leviers, c'est travailler sur les facteurs structurels d'écart, notamment sur la question des temps partiels. 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Pour une majorité d'entre elles, elles ne l'ont pas choisi. Et de plus en plus, on assiste à un développement des temps partiels courts avec des horaires très atypiques, tôt le matin, tard le soir, le week-end, etc. Et donc, les temps partiels qu'on nous avait vendus comme un moyen de pouvoir avoir du temps pour s'occuper de sa famille, en disant c'est bien pour les femmes, comme ça elles pourront et s'occuper des enfants et travailler, magnifique. Et bien en fait, on voit que le temps partiel est plutôt un obstacle total à l'articulation des temps avec la famille, puisque ça s'accompagne d'horaires atypiques. Donc on a avec les temps partiels, une double peine, un temps de travail partiel et donc un salaire qui est bien loin du SMIC mensuel, avec des femmes qui sont enfermées dans la pauvreté et qui n'ont pas accès à l'indépendance économique, et de l'autre côté, des horaires de travail qui rendent totalement impossible le fait d'articuler avec une vie de famille, et finalement des femmes à temps partiel qui ont des salaires inférieurs au seuil de pauvreté, mais des amplitudes horaires dignes d'horaires de cadre sup. Donc il y a besoin de travailler sur cette question des temps partiels. Pareil, les solutions ne sont pas si compliquées que ça. La loi depuis 2013 dit que les temps partiels de moins de 24 heures sont interdits, sauf que cette loi n'est pas du tout opérante parce que, on l'avait dit à l'époque, il y a énormément de dérogations qui sont associées. Et donc, la première des choses, toute simple, ça serait de mettre en place des cotisations sociales à temps plein pour tous les emplois à temps partiel, notamment ceux de moins de 24 heures, ce qui permettrait déjà d'assurer des droits sociaux à temps plein pour les salariés à temps partiel, et puis en plus de renchérir le coût des temps partiels et donc de dissuader les employeurs d'avoir recours aux temps partiels, notamment très courts. La deuxième chose sur laquelle il faut agir, c'est la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Tous les métiers du soin, de l'éducation, de l'administratif, du social, dans lesquels les femmes sont très très majoritaires, qui sont très mal payées, dans lesquels les qualifications ne sont pas reconnues. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer une sage-femme qui a un bac+5 et des responsabilités extrêmement importantes, puisque c'est donner la vie finalement, avec un ingénieur hospitalier qui a un bac+5, des responsabilités qu'on pourrait qualifier d'équivalentes, même si on peut en discuter. Eh bien cet ingénieur hospitalier qui est pourtant dans la même filière, il est dès l'embauche rémunéré 200 € de plus par mois. Et puis sur le déroulement de carrière, les écarts se creusent. On peut aussi comparer le niveau de rémunération d'un BTS tertiaire dans lequel les femmes sont majoritaires, avec un BTS industriel pour se donner une idée du décrochage des métiers à prédominance féminine par rapport à ceux à prédominance masculine à qualification équivalente. Donc il faut revaloriser ces métiers. Les pouvoirs publics sont bien placés parce que la majorité de ces métiers sont des métiers dans la sphère publique et dans la fonction publique. Donc il y a des leviers d'action qui sont simples. Et puis sinon, dans le privé, il faut améliorer la négociation des classifications dans les branches et sanctionner les employeurs, quasiment tous,
qui appliquent des classifications qui ont des critères discriminants pour les femmes. Le troisième levier sur lequel il faut agir, c'est bien sûr le déroulement de carrière et le plafond de verre, le plafond de mer. Et donc la CGT propose de façon toute simple d'avoir dans les bilans sociaux des entreprises un indicateur qui permette de rendre visibles les écarts de salaire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas en rester en matière d'égalité femmes-hommes à une photo. Il faut procéder au film et reconstituer le film des discriminations sur l'ensemble de la carrière et donc pour cela mettre en place un indicateur qu'on appelle nuage de points qui permette de comparer le déroulement de carrière des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et puis enfin, il faut agir sur la question de la maternité et de la parentalité. C'est le premier facteur discriminant. La CGT des cadres avait lancé il y a quelques années une campagne qui s'appelait « Vie de mère, avoir une carrière, c'est toute une histoire ». On avait recueilli des centaines et des centaines de témoignages de discrimination sexiste graves liées à la maternité en entreprise. Donc il faut déjà appliquer la loi qui n'est pas appliquée en matière de maternité avec des discriminations fortes, des licenciements de femmes qui ne devraient pas avoir lieu ou des discriminations salariales qui sont pourtant interdites. Mais il faut aussi allonger considérablement le congé paternité pour le rapprocher de la durée du congé maternité, le rendre obligatoire également pour les hommes. Allonger un peu le congé maternité parce qu'aujourd'hui le congé maternité de 4 mois, il est très court, trop court et il nous place dans le peloton de queue des pays européens avec notamment celles qui exercent les métiers les plus pénibles. C'est pas vrai qu'elles peuvent exercer ces métiers-là jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, donc ça il y a besoin de l'allonger. Et puis surtout, il faut mettre en place un service public de la petite enfance pour garantir à toutes les femmes, garantir à tous les enfants de moins de 3 ans d'avoir une offre d'accueil, d'avoir une place d'accueil, une prise en charge, alors qu'aujourd'hui, il y a 60% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de prise en charge institutionnelle, c'est-à-dire ni crèche, ni assistante maternelle. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que c'est les grands-parents et essentiellement les grands-mères, les collègues de travail ou les femmes qui sont obligées de s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Ça n'est pas acceptable. C'est un enjeu majeur, c'est un investissement public collectif qu'il faut faire pour notre avenir, pour garantir une bonne éducation à nos enfants et permettre aux femmes de continuer à travailler tout en ayant des enfants. Il faut investir dans le service public de la petite enfance, ce qui permettra dans le même temps de revaloriser ces métiers qui sont à prédominance féminine, qui sont aujourd'hui très mal payés. Je pense notamment à celui des assistantes maternelles, avec une qualification qui n'est pas reconnue et des droits qui sont en dessous même des droits du Code du travail. Les violences sexistes et sexuelles, c'est une réalité qui concerne malheureusement la totalité des femmes. C'est un tiers des femmes qui disent être victimes de harcèlement sexuel au travail. C'est 80% des femmes qui disent être victimes de sexisme au travail. Et c'est chaque année 230 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Pour autant, c'est loin d'être une fatalité, ça serait simple d'éradiquer les violences sexistes et sexuelles, il suffit d'avoir un peu de volonté. Quelles sont les propositions? D'abord, rendre obligatoire la mise en place de plans de prévention sur les lieux de travail. Il y a plus de 80% des entreprises qui n'ont pas de plan de prévention et pour autant, aucune sanction, aucun dispositif pour rendre obligatoire cette prévention et cette négociation avec les syndicats sur la question des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Ensuite, nous pensons qu'il y a des mesures de prévention qui devraient être obligatoires, systématisées. Par exemple, nous proposons tout simplement qu'il y ait un temps de sensibilisation annuel obligatoire avec tous les salariés sur la question des violences sexistes et sexuelles. On les réunit chaque année et on explique ce que c'est que les violences sexistes et sexuelles. On définit, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. On définit ce que c'est que du harcèlement sexuel. On définit ce que c'est qu'un viol. On explique ce que risquent ceux qui le commettent et on explique surtout le dispositif de l'entreprise pour les témoins ou les victimes, à qui remonter ces faits, quelles sont les protections qui existent, etc., pour montrer le cadre existant qui, dans la majorité des entreprises, n'existe tout simplement pas, ou sinon n'est pas connu par les salariés. Ça, par exemple, on l'a obtenu à la Tour Eiffel, où la Tour Eiffel s'est engagée dans la négociation. On a signé un bel accord sur les violences sexistes et sexuelles.
Et donc à la Tour Eiffel maintenant, chaque année, les salariés auront une demi-journée de sensibilisation sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et nous pensons que ça va faire reculer de façon très importante la question des violences. L'autre mesure que nous proposons, c'est des mesures de protection des victimes, notamment des victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales. Pourquoi est-ce que ça concerne l'entreprise? Parce que les 230 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année, elles sont aussi travailleuses, elles sont aussi salariées, et ces violences ont un impact direct sur leur travail. Tout simplement parce que le premier lieu sur lequel un conjoint violent va chercher sa victime, c'est son lieu de travail, il est sûr de pouvoir la trouver. Et tout simplement aussi parce que la planche de salut d'une femme victime de violence, c'est aussi son travail. C'est le travail qui permet d'avoir une indépendance économique, qui permet de pouvoir échapper à son conjoint violent en ayant un revenu pour pouvoir le quitter, payer son logement, etc. Et donc, il faut sécuriser le travail des victimes de violences conjugales. Nous proposons qu'il y ait des droits à congés payés automatiques pour les femmes victimes de violences conjugales. Nous proposons qu'il y ait un droit à mobilité géographique pour pouvoir garder son travail tout en échappant à son conjoint violent. Nous proposons aussi l'interdiction des licenciements des femmes victimes de violences conjugales. Toutes ces mesures sont contenues dans la norme de l'Organisation internationale du travail que les syndicats ont gagnée en juin dernier au niveau mondial. C'est la norme 190 de l'OIT que la France n'a toujours pas ratifiée. Donc il faut bien sûr que la France ratifie cette norme, mais surtout il faut qu'elle accompagne la ratification de cette norme OIT sur les violences et le harcèlement au travail d'une nouvelle loi pour mettre la France au meilleur niveau des standards internationaux et adopter toute une série de mesures pour protéger les femmes au travail et surtout débloquer les moyens humains et financiers nécessaires à une lutte effective contre les violences sexistes et sexuelles. C'est bon ?